en 2018. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on revoit ce règlement? Donc la première raison, c'est pour harmoniser les pratiques entre les États membres et supprimer progressivement toutes les dérogations. Et puis certaines productions, on le verra tout à l'heure, dépendaient de cahiers des charges nationaux. Et donc le but, c'était de les inclure dans le cahier des charges européen pour que ce soit les mêmes règles pour tous. Une autre raison, c'était mieux encadrer les contrôles. En effet, jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose dans le règlement sur tout ce qui était analyse de risque. Et donc là, ça va être mieux précisé dans ce nouveau règlement révisé. Il y avait également favoriser le développement de la bio, qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc c'était une autre des raisons. Également élargir le champ d'application de la bio. On le verra également tout à l'heure, des produits qui n'étaient pas certifiables jusqu'à présent entrent maintenant dans le champ de la certification bio. Et enfin, un dernier point, c'était intégrer les préoccupations climatiques qui n'étaient absolument pas ni citées ni abordées dans le précédent règlement. Alors, en quelques mots, comment est structuré ce règlement? Donc, pour rappel, jusqu'à fin décembre 2021, on avait un règlement cadre qui définissait les principes généraux de l'agriculture bio et un règlement d'application qui donnait les règles détaillées pour savoir comment appliquer ces principes généraux. Également un règlement importation, donc pour ceux qui étaient concernés. Donc en gros, on avait 3 textes de référence. Depuis le 1er janvier 2022, on a un nouveau règlement cadre, donc qui est fait de considérants, donc qui vont donner les grands principes de l'agriculture bio, des articles qui vont en donner les précisions, et également des annexes qui vont donner les règles détaillées. Et à ce règlement cadre s'ajoutent des actes d'exécution et des actes délégués. Donc, ce sont des actes qu'on appelle des actes secondaires qui vont permettre de compléter ou de modifier le règlement cadre. Il y a déjà 19 textes qui sont déjà parus. Donc, vous voyez, on passe de 3 textes de référence là à une vingtaine. Donc, on passe pas vraiment par une simplification de l'architecture. Si jamais ça vous intéresse, donc tous ces textes sont téléchargeables en ligne sur le site de l'INAO. Vous avez le lien là juste en dessous et vous pouvez aller les regarder. Donc certaines règles seront en application progressive. Hein. On a des dates butoirs, des périodes de transition. Donc on verra un petit peu là tout au long de la présentation. On a également des textes qui s'appliquent au niveau français. Donc le principal, c'est le guide de lecture qui va préciser et compléter la réglementation européenne et qui est accompagné de notes de lecture. Alors je vous donne un exemple. Quand on a dans le règlement européen une règle qui s'applique dès le plus jeune âge, c'est compliqué pour un contrôleur de savoir ce que ça veut dire concrètement. Donc c'est ce genre de choses qui vont être précisées dans le guide de lecture et qui vont permettre à tous les organismes certificateurs d'avoir la même interprétation des règles. Donc ce guide est également téléchargeable sous format Excel sur le site de l'INAO si certains veulent aller voir. On a également des cahiers des charges nationaux, donc au niveau français, qui ont donné des règles détaillées pour des productions qui ne sont pas dans le cahier des charges européen. Donc il est en version un petit peu allégée, puisqu'on a par exemple les lapins, les poulettes, les cervidés qui sont passés dans le cahier des charges européen. Mais il reste un cahier des charges national, donc pour tout ce qui est escargot, autruche, caille de chair, lama et alpaga. On a également un cahier des charges qui existe pour tout ce qui est restauration hors foyer à caractère commercial, donc pour tout ce qui est voilà, les restaurants, et avec un cahier des charges qui s'applique depuis le 1er janvier 2020. Et on a également une modification, puisqu'on a le cahier des charges. Le cahier des charges pour tout ce qui est aliments pour animaux de compagnie qui a été supprimé en 2022. C'est un cahier des charges national qui est passé au niveau européen. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des nouveaux produits qui sont certifiables. Hein. Donc, dans la certification, entre tout ce qui sont produits agricoles vivants ou transformés, les produits agricoles transformés pour l'alimentation humaine, tout ce qui est aliments pour animaux, comme on vient de le voir, et tout ce qui est le matériel de reproduction des végétaux et les semences. Et donc, on disait, il y a des nouveaux produits qui n'étaient pas certifiables jusqu'à présent. Et donc, vous voyez là sur le schéma, donc tout ce qui est huile essentielle, la laine, le sel, tout ce qui est peau brute et non traitée, les levures, les gommes et résines naturelles, le coton, les bouchons en liège et la cire d'abeille. Alors, à savoir que pour un certain nombre de productions, comme par exemple pour le sel et la laine, on n'a pas encore de règles détaillées qui ont été définies. C'est des règles qui vont, des actes secondaires qui vont paraître là, petit à petit courant de l'année, mais c'est bien prévu qu'ils soient certifiables là dans les semaines ou les mois à venir. Voilà, je vais laisser Pascal vous présenter tout ce qui concerne les dérogations, le contrôle et l'étiquetage. Oui, donc on va passer aux dérogations.
Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a des nouveautés. L'INAO va gérer beaucoup plus de dérogations qu'auparavant. Donc vous voyez les différents tableaux. Ils vont gérer la mixité pour les cultures pérennes, comme la vigne et l'arboriculture. Lorsqu'il faudra acheter des animaux non bio. Lorsque... Chloé, est-ce que tu peux revenir sur la diapo précédente? Voilà, merci. Juste moi. L'INAO va aussi gérer la réduction de la période de conversion. Si on veut passer tout de suite en bio, il faudra passer par l'INAO. Tout ce qui est catastrophe, sécheresse ou mortalité élevée du troupeau, ça passera aussi par l'INAO. La gestion des animaux au niveau de l'écornage ou de l'épointage et la dérogation pour la tâche des bovins. Et toutes ces dérogations peuvent être faites en ligne sur le site qui s'affiche là, sve.dérogationbio.inao.gouv.fr. Il reste cependant une dérogation qui passera par votre contrôleur, qui est l'utilisation des MRV non bio. Les MRV, je vais en parler juste après. Il n'y a plus besoin non plus de dérogation en cas de mixité dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de la production de semences et de plants. Au niveau du contrôle, il y a deux nouveautés. Tout d'abord, une possibilité pour les petits producteurs qui se regroupent d'avoir une certification de groupe. Tout cela est possible à certaines conditions. Il faut que toutes les conditions que je vais énumérer soient remplies. Tout d'abord, il faut que cette certification de groupe concerne uniquement des agriculteurs, que leur coût de certification individuelle est supérieur à 2% de leur chiffre d'affaires, que leur chiffre d'affaires annuel maximal ne dépasse pas les 25 000 euros, qu'ils ont des petites surfaces, moins de 5 hectares en terre labourable, un demi-hectare en serre ou bien 15 hectares en prairie permanente, qu'ils soient proches géographiquement, qu'ils aient une personnalité juridique et qu'ils aient un système de commercialisation en commun. Avec toutes ces conditions-là, vous pouvez demander une certification de groupe. L'objectif, évidemment, est de réduire les coûts de certification pour les toutes petites entreprises. Et autre chose, au niveau du contrôle annuel, en France, nous allons maintenir un contrôle physique tous les ans, alors que la réglementation européenne est un peu assouplie à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'étiquetage, vous voyez là, le logo de l'Eurofeuille. Et donc, maintenant, il sera possible d'indiquer la provenance France, par exemple, sur l'étiquette, à partir du moment où 95% des matières premières agricoles bio sont fabriquées en France. On pourra également rajouter la région, exemple Alsace, si on n'est pas en concurrence directe avec une IPG. Et on voit qu'il y a eu un peu plus de souplesse parce qu'on est passé avant 2022 à 98% de produits bio, on est passé à 95% de produits bio. Et bien sûr, la mention provenance Union européenne ou bien non Union européenne est toujours valable. Du coup, on a passé la partie réglementation étiquetage et on va passer aux productions végétales. Et dans un premier temps, je vais vous donner les définitions des deux catégories de plantes qui ont été introduites dans le nouveau cahier des charges. On a les plantules, et ce qui n'est pas plantule est un matériel de reproduction végétale ou on appelle ça tout simplement MRV. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une plantule? C'est une jeune plante issue de la germination d'une graine et non d'une opération de bouturage. En fait, ce sont les plants maraîchers, de tomates, de courgettes, de salades, etc. Et un MRV, c'est un matériel végétal capable de produire des végétaux en semences, boutures, greffons, porte-greffes, stolons, etc. Alors, vous connaissez tous les MRV, hein, c'est le blé, l'orge, le maïs, le plant de vigne, l'arbre fruitier, etc.
Petite précision dans les MRV, les porte-greffes et les greffons, donc surtout en viticulture, devront être issus d'une plante mère conduite en bio depuis au moins 2 périodes de croissance. Et pour ces fameuses MRV, les dérogations sont donc possibles, ce qui n'est pas le cas pour les plantules. Donc les MRV conventionnels non traités sont possibles avec une dérogation en cas d'indisponibilité. Dans le cas des plantes pérennes hors fraisier, donc le cas classique de la vigne et de l'arbre fruitier, la dérogation est désormais demandée dans un délai de 18 mois au moins avant la plantation. Donc à ce jour, si vous voulez planter dans 18 mois, il faut faire la demande sur le site semencesbiologiques.org. Pour l'instant, la vigne est sous statut autorisation générale. On n'a pas besoin de demander de dérogation parce qu'il n'existe pas de plan bio, tout simplement. Par contre, on va demander à tous les viticulteurs de renseigner d'abord dans un premier temps les OC et ensuite le site semencesbiologiques.org du nombre de plans bio dont ils auraient besoin. Comme ça, les pépiniéristes pourront s'organiser pour faire leur production en pépinière. Une nouvelle obligation arrive dans les productions végétales, ce sont l'introduction obligatoire de légumineuses, déjà dans la rotation des grandes cultures, soit en interculture, soit en culture principale, dans les cultures sous serre et les cultures pérennes hors fourrage. Pour l'instant, il y a une exception qui est faite dans les vignes et dans les vergers, que l'interrant soit travaillé ou non. Nous attendrons plus de précisions pour savoir comment va s'appliquer cette règle. Pour ce qui est du maraîchage sous serre, la commercialisation des légumes bio, donc des tomates, courgettes, poivrons, aubergines et concombres, est interdite entre le 21 décembre et le 30 avril sur le territoire métropolitain. Donc on peut en acheter des tomates bio en ce moment, mais elles ne viennent pas de France. En fait, c'est ça. C'est une règle française. Et pour continuer dans le maraîchage, il y a des nouveautés dans la rotation en production légumière. Donc le cycle de rotation doit être constitué d'au moins 3 espèces différentes. La répétition d'une même culture de cycle court, comme un radis ou une salade, n'est possible qu'une seule fois au cours d'une rotation. Donc là, je vous ai donné 2 exemples de rotation, carottes, choux, betteraves, poireaux, ou une autre, carottes, radis, poireaux. Dans ce cas-là, c'est possible. Et un engrais vert ou une légumineuse peut aussi faire partie de ces 3 espèces si il est cultivé au moins 30 jours consécutifs. Donc, il rentre dans la rotation. Un point sur la mixité des cultures pérennes. Désormais, il est possible, la mixité est possible pour une période de 2 ans maximum. Et au bout d'un délai de 5 ans, toutes les cultures pérennes doivent être bio. Donc, je vous ai mis un exemple sur la vigne. On a un viticulteur qui est en conventionnel aujourd'hui. L'année prochaine, il peut passer une partie de ses vignes en conversion bio. L'année suivante, donc l'année 2, il devra passer toutes les autres vignes en conversion bio. Donc pendant 2 ans, il peut être en mixité conventionnelle et conversion bio. Et à partir de la 3e année, toutes les vignes sont soit en conversion, soit bio. Et arrivé en 5e année, toutes les vignes sont bio. Donc ça a changé par rapport à 2021. 2021, on pouvait encore commencer la conversion en année 5. Maintenant, c'est plus possible. Nous avons en fait 2 ans pour passer en bio. Voilà. Et autre chose pour les prairies, il n'est plus possible d'avoir des prairies bio en pâturage exclusif et des prairies non bio. Donc ça, pareil, il faudra s'arranger sur les fermes d'élevage pour régler le problème de la mixité. Un autre point sur les adjuvants. Désormais, les adjuvants sont utilisables en bio à partir du moment où ils ont une AMM et ils sont utilisés dans les bouillies de fongicides ou d'insecticides.
Exemple, le Stickman ou l'Optiplus. Bon, il y en a toute une liste, il faudra se référer sur ce qui existe sur le site de l'INAO. Une autre définition est apparue dans la nouvelle réglementation 2022. Je vais attendre la diapo. Voilà, merci. C'est le matériel hétérogène biologique. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est fait d'une seule espèce, avec une grande diversité phénotypique et génétique, et adapté aux agressions abiotiques par une sélection naturelle et humaine répétée. J'ai repris les termes du règlement. Pour l'instant, aucun matériel hétérogène n'existe. Ils sont tous à créer et on n'a pas plus d'infos pour l'instant. On pourra vous en donner dès qu'on en saura un peu plus. Mais sachez que ça va exister. Voilà. On va passer aux questions, si vous avez des questions. Alors, dans le chat, on n'a pas de questions pour l'instant. On a une remarque d'Aurélie Quirin sur les demandes de dérogation pour l'achat d'animaux, pour lesquelles Madame Quirin dit qu'il y aura aussi un genre de répertoire de disponibilité mis en place. J'imagine qu'on y revient tout à l'heure quand on parlera des productions animales. Donc, je vous propose, Aurélie, qu'on revienne ou que je refasse état de cette dérogation possible quand on parlera des productions animales. Sinon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Si quelqu'un souhaite en ajouter, c'est le moment pour tout ce qui concerne les productions végétales. Sinon, si c'est un petit peu tôt, est-ce qu'on passe aux productions animales, quitte à revenir ensuite? On attend 15 secondes ou 30 secondes, si le temps qu'on écrive, pour ceux qui veulent écrire une question. Pour l'instant, visiblement, tout était parfaitement clair pour tout le monde. Donc, je vous propose qu'on passe aux productions animales. Et c'est Chloé. Ah, attendez, il y a une question. Pour la vigne, il y a une question concernant la vigne. Est-ce que monsieur et madame Fulfand demandent si c'est la seule chose qui change concerne bien que les plants? Alors, si je comprends bien la question, là où j'ai donné une définition, c'est au niveau de la conversion, c'est-à-dire que le plan de conversion a été changé. Il va falloir passer en conversion au bout de 2 ans, toutes les vignes que vous avez, sur la même structure. Il sera possible d'avoir des plants bio, ça commence à arriver sur le marché, donc ça c'est bon. Et je n'ai pas d'autres... Il n'y a rien d'autre qui change pour l'instant au niveau de la vigne. J'ai une deuxième question qui concerne, alors c'est intermédiaire en production animale et végétale. Y a-t-il des changements sur l'origine des fumiers utilisables? Alors pour l'instant, les fumiers sont tous utilisables. Bien sûr, on préfère utiliser les fumiers bio, mais il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, sauf pour des fumiers qui seraient issus d'élevage industriel, avec la définition du mot industriel qui est encore français, qui risque d'être modifié dans les années à venir, puisqu'on a une concertation européenne à ce niveau-là. Voilà, j'espère avoir répondu. Il y a une demande de précision concernant les plants de vigne. Il était question d'enregistrer les demandes de plants bio en vigne parce qu'il n'y en a pas en pépinière pour le moment. Oui, alors je ne l'ai peut-être pas vu. Effectivement, alors ça sera comme pour les arbres. La vigne, il faudra demander une dérogation en ligne sur le site semencesbiologiques.org, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on est en autorisation générale. Et ce qu'il faudra faire, c'est préciser aux OC ou plus tard sur le site semencesbiologiques.org qu'on a besoin d'un certain nombre de plants de vigne bio. Et ça permettra justement de le faire
de permettre aux pépinières, de pépiniéristes de prévoir leur plan de pépinière, quoi. On a une nouvelle question, mais du coup qui demanderait une précision. Monsieur Onimus qui nous dit qu'il a démarré sa conversion en 2019, il voulait avoir fini en 2024, mais il a eu du retard pour des raisons diverses. Et donc, il sera encore en conventionnel pour partie et en bio pour partie jusqu'en 2025. Et il se demande s'il sera encore dans les clous à ce moment-là. Alors, il y a une petite précision qu'il faudrait apporter, Monsieur Onimus, c'est est-ce que vos questions concernent la vigne ou d'autres productions? Et, sauf erreur de ma part, je ne vois pas... Juste des céréales. D'accord, donc vous êtes en céréales, vous avez démarré votre conversion en 2019 et... une conversion progressive. Progressive, oui. Donc pour l'instant, il n'y a aucun souci en céréales, vous pouvez le faire de manière très progressive. Et vous pourrez rester en mixité à partir du moment où vous avez bien des cultures séparées et différenciables à l'œil nu sur la sole bio et sur la sole conventionnelle. Donc ça veut dire que sur cette question-là, il n'y a pas eu de modification. Non, il n'y a pas eu de modification. Et qu'on peut prendre que les cultures pérennes, voilà. En fait, il y a une modification. Il reste bien sûr de garder des espèces. J'ai l'impression que là, on a fini les questions concernant les productions végétales. Encore une fois, s'il vous en vient ultérieurement, on pourra vous pouvez les remettre dans le chat. Je reprécise tout ça. On passe aux productions animales et tout ce qui concerne les herbivores que Pascal va continuer à... non, Chloé, pardon. C'est Chloé qui nous parle des herbivores. Marilyn, tu m'entendais pas. Marilyn, tu m'entendais pas, mais apparemment Chloé m'entend. C'est juste pour redire qu'effectivement, en tant que double activité, quand on fait bio et conventionnel, donc là on parle pas des cultures pérennes, hein, je parle bien des cultures annuelles. Il faut bien évidemment avoir des espèces des espèces différentes ou exceptionnellement une même espèce est très facilement distinguable. Enfin, ces règles-là restent en vigueur, quoi. C'est bon, pardon, tu peux y aller, Chloé. Merci Joseph. Alors bien sûr, s'il y a d'autres questions en production végétale qui vous viennent par la suite, vous pourrez bien sûr les poser à la fin de la partie là sur les productions animales, puisqu'on va peut-être répondre aussi à une partie de vos questions là dans la suite du diaporama. Un des premiers changements, c'est dans le nouveau règlement concernant les productions animales, c'est l'origine des animaux. Puisque, comme le disait Aurélie tout à l'heure, à partir de... normalement du 1er janvier, mais il va y avoir un petit décalage, il faudra consulter une base de données animaux pour prouver l'indisponibilité d'animaux en bio pour l'espèce que vous souhaitez. Alors, cette base de données, il a été choisi de prendre celle du FIBEL, donc il y a un organisme suisse, mais qui est encore en cours de développement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore opérationnelle, donc même si vous êtes censé, à partir du 1er janvier 2022, quand vous souhaitez acheter des bovins, des caprins, des ovins, consultez cette base de données. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore opérationnel. Ça devrait l'être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et donc, il faudra demander, si vous ne trouvez pas d'animaux disponibles en bio, une dérogation à l'INAO, et uniquement pour des animaux destinés à la reproduction. Alors, c'est sous condition, c'est-à-dire que c'est soit pour la constitution d'un nouveau troupeau ou pour le renouvellement du troupeau. Les seuils, enfin les pourcentages d'animaux autorisés non bio sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Le changement, c'est vraiment cette base de données et l'obligation de demander une dérogation qui n'était pas obligatoire jusqu'à présent. Alors attention, qui dit dérogation dit temporaire et caractère exceptionnel, puisque elles sont susceptibles d'être supprimées à partir de la fin 2036. C'est-à-dire qu'à partir de 2037, à moins que ce soit prolongé, il faudra obligatoirement utiliser des animaux bio. Alors se pose effectivement la question, si les animaux bio qui sont disponibles sur la base de données ne correspondent pas à vos critères de qualité, etc., qu'est-ce qui va se passer? Alors ça fait partie des questions qui n'ont pas encore de réponse. Il y a une exception à cette obligation, c'est pour les races menacées. Donc il y a toute une liste qui est disponible sur le site de Légifrance, où là, auparavant, vous étiez limité à 40% d'animaux non bio, et là, il n'y a plus ce seuil de 40%.
Il n'y a pas de limite, que ce soit en termes d'âge des animaux ou en termes de sexe. Il faut juste qu'ils aient une finalité de reproduction. L'objectif étant d'encourager la préservation des races rares et menacées d'extinction. Il y a également des changements en ce qui concerne l'alimentation, puisqu'on va avoir un lien au sol qui est renforcé là, avec ce nouveau règlement. Alors pour 2022-2023, il n'y a pas de changement, puisque vous devez toujours produire 60% des besoins alimentaires des animaux sur l'exploitation, mais c'est à partir de 2024 qu'il va y avoir un changement, puisqu'on va passer donc, de 60 à 70%. Donc les aliments doivent provenir principalement de l'exploitation, ou si ce n'est pas possible, d'exploitation bio ou en conversion de la même région. Alors, qu'est-ce qu'on entend par région? Là, il n'y a pas de changement non plus. C'est la région administrative ou, à défaut, le territoire national. Autre changement, c'est le pourcentage d'aliments en conversion que vous pouvez incorporer dans l'alimentation des animaux. Donc, vous pouvez acheter jusqu'à 25% d'aliments C2, c'est-à-dire en deuxième année de conversion, alors qu'auparavant, on était à 30%. Donc, on réduit un petit peu la part d'aliments en conversion qui est autorisée. Et également pour le C1, alors donc, premier aliment de conversion autoproduit, donc, mais uniquement pour les fourrages pérennes et les protéagineux et le C2HT. Donc, c'est pareil, on est toujours sur un seuil de 25%, alors qu'auparavant, on était à 30%. Autre changement qui concerne l'allaitement. Donc les animaux sont de préférence nourris au lait maternel, mais si ce n'est pas possible, donc l'aliment de remplacement, donc qui est bio, il devra être 100% lait. Donc là, on a une définition plus claire de ce qu'est un lait naturel. Donc, il ne devra pas contenir de composants de synthèse ou d'origine végétale, même bio, et même s'ils sont autorisés dans la liste des additifs qu'on peut mettre dans des produits bio. Donc c'est vraiment 100% lait. Ça, c'est une définition qui a été mieux définie dans ce nouveau règlement. Alors, un petit changement en ce qui concerne la prophylaxie. Donc, on a un temps d'attente de 48 heures minimum s'il y a eu un traitement avec un médicament allopathique chimique de synthèse. Donc, avant que les produits soient valorisables en bio, on disait que c'était le temps d'attente légal, comme en conventionnel, multiplié par 2. Et que si le temps d'attente était de 0, donc on considérait 0 fois 2, ça faisait 0. Maintenant, il faudra, quoi qu'il arrive, 48 heures minimum. Un autre changement concerne les produits de nettoyage et désinfection. Là, il va y avoir une nouvelle liste qui va paraître, mais seulement à partir de janvier 2024, donc pour tout ce qui concerne les installations qui sont utilisées pour la production animale. Et en attendant que cette liste paraisse, pour l'instant c'est un paragraphe vide dans le règlement, on reprend la liste qui était valable jusqu'à présent, donc dans le règlement de base, et donc qui est valable jusqu'en 2023, jusqu'à fin 2023. Pour les pratiques d'élevage, donc les mutilations, donc il y a une nouvelle notion qui est l'autorisation qu'ils appellent au cas par cas. Donc ça concerne la coupe des queues chez les ovins, et ça concerne également tout ce qui est écornage ou ablation des bourgeons de cornes. Donc là, il va falloir faire la demande de dérogation donc auprès de l'INAO, comme vous l'a précisé Pascal tout à l'heure. Vous avez le site qui est à nouveau affiché. Et c'est uniquement lorsque ces pratiques améliorent la santé, donc le bien-être et l'hygiène des animaux, ou lorsque la sécurité des éleveurs est compromise. Donc, il n'y a pas encore une définition tout à fait claire de comment ça va se passer. Donc, l'INAO va, j'imagine, préciser le guide de lecture, mais a priori, ce sera une demande à faire de manière annuelle et pour des lots d'animaux, des lots homogènes. On n'aurait pas à le faire animal par animal, parce qu'on peut se demander ce que veut dire au cas par cas. Mais ça, c'est encore en cours de discussion et ce sera à préciser. Mais quoi qu'il arrive, il faudra faire une demande de dérogation. Il y a un autre changement qui est la fin de l'engraissement en intérieur pour les bovins, puisque avant, vous pouviez effectuer la phase finale d'engraissement des bovins adultes en bâtiment, donc bien sûr, sauf quand les conditions ne le permettaient pas, hein. Mais c'était également une dérogation, mais qui était un petit peu considérée comme la normale, et c'était plus un caractère exceptionnel. Et donc, ça a disparu de ce nouveau règlement, mais il y a quand même des discussions qui sont en cours, même si, a priori, on va vraiment vers cette fin de dérogation. Mais sur les conséquences que ça va avoir,
ça c'est encore en discussion avec l'INAO. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de conséquences sur les élevages qui ne le respecteraient pas. Donc la tâche est toujours possible, mais ça a été un petit peu précisé sur les animaux qui étaient concernés. C'est toujours possible, mais uniquement par dérogation, toujours auprès de l'INAO, et uniquement pour les exploitations qui ont moins de 50 animaux adultes. Donc pas uniquement 50 animaux adultes à la tâche, mais 50 animaux sur l'exploitation. Qu'est-ce qu'on entend par animaux adultes? Donc c'est les vaches en lactation, les vaches taries, les vaches de réforme, et pour les mâles, c'est les animaux de plus de 2 ans, donc les taureaux et les bœufs qui ont plus de 2 ans. Et on ne compte pas les génisses et les jeunes. Alors ça, je vous l'ai remis, il n'y a pas de changement par rapport à 2022, mais il faut bien que les animaux aient accès à des pâturages pendant la saison de package. Et si l'accès au pâturage est impossible quand les animaux sont à la tâche, il faut qu'ils aient accès à des espaces de plein air, à des aires d'exercice finalement, au moins 2 fois par semaine. En ce qui concerne le logement des veaux, alors il y a un cadre de contrôle maintenant qui est clair pour les organismes certificateurs, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il faut qu'ils aient accès à un espace extérieur, on ne parle pas de pâturage, là on parle bien d'espace extérieur, donc c'est dès que possible et au plus tard à 6 semaines, donc bien sûr sauf en période hivernale quand les conditions ne le permettent pas. Alors pour tous les bâtiments d'élevage qui étaient certifiés avant le 1er janvier 2022, donc là, on entend bien les bâtiments qui avaient des animaux. Si vous avez un nouveau bâtiment d'élevage où il n'y a jamais eu d'animaux, vous serez dans la seconde catégorie. Donc pour ces bâtiments certifiés bio avant, donc l'espace extérieur, cette aire d'exercice, doit être découverte au minimum sur 5% de la surface extérieure. Donc pour tous les nouveaux élevages qui vont être certifiés à partir du 1er janvier 2022, l'aire d'exercice doit être découverte sur au minimum 50% de la surface extérieure. Et si on regarde maintenant l'accès au pâturage, cette fois, alors c'est encore une fois dès que possible et au plus tard à 6 mois. Et pour des animaux qui vont être abattus entre 6 et 8 mois, il faut qu'ils aient accès au moins 30 jours sur leur durée de vie à un pâturage. Alors bien sûr, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas. Donc le délai de transition, c'est 2023. Après cette date, les animaux qui ne respecteraient pas ces accès seront déclassés. Il y a eu des précisions aussi sur les accès au plein air, donc notamment sur les sols humides. Les enclos sur les sols humides ou marécageux sont interdits. Alors, ça pouvait peut-être paraître évident, mais en tout cas, ça a été précisé là, dans le nouveau règlement. C'était également possible auparavant de ne pas avoir de bâtiment d'élevage si les conditions climatiques le permettaient. Il y a une précision qui a été apportée, qui est que les animaux doivent avoir accès à des abris ou à des endroits ombragés. Donc, même si vous n'avez pas de bâtiment, il faut quand même que les animaux puissent s'abriter. Voilà, je vais laisser la parole à Pascal pour tout ce qui concerne la production porcine. Donc là aussi, chez les porcins, il y a des nouveautés. Alors, la première chose, c'est la part alimentation. Ça rejoint un peu les herbivores, vous verrez, sur certains points. Tout d'abord, 30% au moins de l'alimentation doit provenir de l'exploitation ou de la région. Les aliments C2H entrent pour 25% au maximum de la ration. Avant, on était à 30%. Les aliments C2H et C1 autoproduits entrent pour 25% maximum dans la ration. On était à 30% avant. Et en ce qui concerne l'allaitement maternel, c'est sûr qu'il est privilégié, mais si on a des difficultés avec la mère, on peut remplacer ce lait maternel par du lait en poudre certifié bio. Et comme disait Chloé avant, ce lait en poudre certifié bio ne contient pas de composants chimiques de synthèse ni de composants d'origine végétale. À ce jour, il existe, je crois, 3 marques de lait en poudre certifié bio utilisables. Et le dernier point, pour les porcelets de moins de 35 kg, il est possible d'incorporer 5% d'aliments non bio, et cela jusqu'au 31 décembre 2026. Ça, c'est pour la partie alimentation. Pour la partie bien-être animal, il y a plusieurs choses qui changent. Déjà, la coupe de la queue et des dents est interdite.
Ensuite, la castration des porcelets doit se faire sous anesthésie avec les produits lidocaïne et méloxinam. Et dans la réglementation générale, donc bio et non bio, les règles du bien-être animal ont changé et chaque éleveur doit suivre une formation pour pouvoir faire les castrations dans leur élevage. Le site, il y a un lien possible sur le site de la production porcine. Vous verrez ça sur Internet. Ensuite, pour l'élevage des truies, elles doivent être mises ensemble, donc elles doivent pouvoir vivre en groupe. On peut juste les séparer au moment de la fin de la gestation et pendant l'allaitement. Et de la paille et un autre matériau naturel doit être mis à disposition des truies pour qu'elles puissent faire leur nid. Ensuite, par rapport au bâtiment, tout n'est pas encore au point, mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'au moins la moitié de la surface minimum en intérieur ou en extérieur est en dur, c'est-à-dire sans griller, sans caillebotis. Et pour les bâtiments existants, une transition existe jusqu'au 1er janvier 2030. Voilà, donc ça c'est les points importants en élevage porcin et Chloé va vous parler maintenant des points importants sur la volaille. Merci Pascal. Effectivement, c'est sûrement la production animale dans laquelle on a le plus de changements. La première concerne encore une fois l'origine des animaux, puisque pour les poussins, vous avez encore le droit d'utiliser des poussins non bio, donc de moins de 3 jours, mais c'est encore une fois une dérogation qui est valable jusqu'au 31 décembre 2036. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de couvoirs qui produisent des poussins bio, mais à partir de 2037, il faudra que les poussins soient également certifiés bio. On a également un autre gros changement qui est la fin de la dérogation pour les poulettes. Donc jusque fin 2021, on pouvait avoir des poulettes UAB, c'est-à-dire utilisables en agriculture biologique, c'est-à-dire qu'elles étaient nourries avec de l'aliment bio et soignées selon le cahier des charges bio, mais elles n'avaient pas forcément un accès à l'extérieur. Ce n'était pas une obligation. Donc, qu'est-ce qu'on appelle poulette? J'aurais pu commencer par ça. C'est des poules qui ont entre 3 jours et 18 semaines. Donc, cette dérogation disparaît et on voit apparaître dans le cahier des charges des règles spécifiques aux poulettes. On voit également tout un cahier des charges pour les frères mâles, donc c'est-à-dire les mâles issus de races de pondeuses et pour les parentaux. Donc, si on résume, aujourd'hui, donc à partir de début 2022, il n'y a pas d'obligation pour les parents reproducteurs d'être en bio, pas d'obligation pour les poussins jusqu'en 2036. Par contre, les poulettes, donc de 3 jours à 18 semaines, et les pondeuses, donc de 18 semaines jusqu'à la réforme, doivent obligatoirement être bio. Donc on parlait tout à l'heure, donc il y a des règles spécifiques pour les poulettes. Il y a 2 cas de figure qui vont cohabiter en France, donc depuis le début janvier 2022 jusqu'en 2030. Ça va dépendre de votre date de certification. Si vous étiez certifié bio pour votre élevage avant le 31 décembre 2021, vous allez avoir une période de transition. Vous allez devoir respecter le cahier des charges français qui a été adopté fin 2020 par l'INAO et vous ne devrez respecter le règlement européen qu'à partir du 1er janvier 2030. Par contre, pour les nouveaux élevages de poulettes, donc qui sont certifiés à partir du 1er janvier 2022, il faudra tout de suite respecter le cahier des charges européen. Sachant que pour ceux qui produisaient déjà des poulettes donc utilisables en bio en 2021, donc si vous avez démarré des lots avant le 31 décembre, ils pourront être mis en place chez des éleveurs de pondeuses jusqu'au 6 mai. Donc on ne va pas vous dire que vos lots ne peuvent pas être valorisés en bio. Vous avez une période de transition là jusqu'au 6 mai. Alors, vous aurez accès au tableau, mais c'était juste pour vous montrer que ce qui change entre ce cahier des charges français et le cahier des charges européen, c'était la surface minimale pour le parcours extérieur. Dans le cahier des charges européen, il y aura 1 mètre carré par poulette, il faut 1 mètre carré par poulette, alors que dans le cahier des charges français, qui va faire transition jusqu'en 2030, il faut une surface égale à la surface du bâtiment, ou alors, à minima, 1 mètre de large sur la longueur du bâtiment. Et il y a également une densité intérieure qui est supérieure autorisée dans ce cahier des charges français par rapport au cahier des charges européen. Sinon, les règles sont à peu près les mêmes, quel que soit le cahier des charges.
Donc, concernant l'alimentation, donc là encore, hein, on répète, mais le lien au sol est renforcé. On passe de 20% à 30% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut convertir des terres pour répondre aux besoins alimentaires de vos volailles. Et comme pour les autres productions animales, il y a une limitation de l'incorporation des aliments en conversion que vous achetez à l'extérieur, donc qui est limitée à 25%. Donc, ce qui va avoir aussi des conséquences sur le prix de l'aliment, si vous achetez votre aliment, puisque les fabricants ont une part moindre d'aliments C2 qu'ils peuvent incorporer dans leur aliment. Sachant que si vous avez des aliments, enfin, des productions C2 autoproduites sur vos fermes, vous pouvez bien sûr les utiliser en totalité. Et autre changement, si vous n'avez pas d'aliments dans l'espace de plein air, ou si comme en ce moment vos volailles sont claustrées pour cause de grippe aviaire, vous avez obligation d'apporter des fourrages grossiers dans la ration de vos animaux. Un autre gros changement pour les volailles, c'est la part d'aliments protéiques non bio qui est autorisée. Puisque avant, on avait une dérogation qui permettait d'introduire 5% de matières premières riches en protéines non bio. Donc c'était par exemple le gluten de maïs, les protéines de pommes de terre. Et cette dérogation disparaît, sauf pour les jeunes volailles. Donc qu'est-ce qu'une jeune volaille? Ça a été défini par l'INAO. Donc c'est des volailles de 18 semaines maximum pour les poulettes, les poulets et les pintades, et 28 semaines pour les oies, les dindes et les canards. Mais encore une fois, cette dérogation disparaît en fin 2026, c'est-à-dire qu'à partir de 2027, l'alimentation des volailles devra être 100% bio. Ce qui a également une conséquence sur le prix de l'aliment que vous achetez, qui va être 100% bio. Donc en termes de bâtiments, on a notamment des changements pour les volailles de chair. Là, je vous ai remis aussi pour les autres espèces si certains sont concernés. Alors en pondeuse, on n'a pas de changement, que ce soit en termes de densité ou en termes de perchoir. Par contre, en volaille de chair, on a un changement. La densité n'est plus exprimée en nombre d'oiseaux par mètre carré, comme c'est le cas pour les pondeuses, mais on est en kilos par mètre carré. Donc pour les volailles de chair, on est en limite de densité intérieure à 21 kg par mètre carré. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 30 kg par mètre carré pour les bâtiments mobiles s'ils ont une superficie inférieure à 150 mètres carrés. Il n'y a pas de changement pour les densités extérieures, mais un autre changement important, c'est l'obligation de mettre des perchoirs dans les bâtiments à raison de 5 cm par oiseau ou 25 cm² par oiseau. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas d'obligation, c'était une obligation uniquement pour les pondeuses. Concernant les bâtiments, alors là, ça concerne uniquement les poulettes pondeuses et reproducteurs. Les bâtiments à étages sont autorisés à raison de 3 niveaux maximum, en comptant le sol, c'est-à-dire le sol plus 2 étages, et il y aura obligation de mettre en place un système d'évacuation des effluents. Donc ceci pour limiter la taille des élevages, puisque les étages comptent dans la surface intérieure du bâtiment. On a également des choses qui apparaissent sur la compartimentation des bâtiments. Alors pour des volailles autres que les volailles destinées à l'engraissement autres que les poulets, donc notamment pour les palmipèdes, il y a obligation de mettre des cloisons pleines qui vont du sol jusqu'au toit entre les différents compartiments. Donc, il faut bien différencier compartiment et bâtiment, puisqu'un bâtiment peut comporter plusieurs compartiments qui vont être séparés les uns des autres. Pour les autres espèces, donc là pour les pondeuses, les poulettes, les poulets de chair, il faut que les compartiments soient séparés, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des cloisons pleines. Ça peut être des cloisons semi-pleines ou des filets et des grillages. Ça, c'est dans l'objectif de séparer les différents lots les uns des autres. Et il y a une nouvelle obligation, là c'est 3000 pondeuses maximum par compartiment. Mais on n'a pas de limitation du nombre de compartiments par bâtiment ou par exploitation. Alors qu'en volaille de chair, il n'y a pas de changement, on est toujours limité à 1600 m² de bâtiments volaille de chair par exploitation. Il y a une précision aussi pour les trappes, donc qui peut paraître assez logique, mais il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles devant les trappes. Et si elles sont en hauteur, il faut prévoir une rampe pour que les animaux aient facilement accès au parcours. Une autre nouveauté, c'est l'introduction de la notion de véranda dans le règlement. Alors, qui est définie comme une partie extérieure supplémentaire
ça a toute son importance, qui est doté d'un toit, qui n'est pas isolé et qui est généralement équipé d'une clôture ou d'un grillage sur son côté le plus long, et dans laquelle les conditions sont celles du climat extérieur, donc avec un éclairage naturel et si nécessaire artificiel, et dont le sol est recouvert de litière. Alors, ces surfaces de véranda, donc elles sont comptabilisées ni comme une surface intérieure, ni comme une surface extérieure. Le règlement tel qu'il était rédigé, en fait, ne faisait pas la différence avec les jardins d'hiver, donc qui sont déjà présents sur un certain nombre de bâtiments fixes. Et donc ça a été précisé dans le guide de lecture. On différencie une véranda d'un jardin d'hiver, qui lui est accessible 24 heures sur 24, donc qui est également doté d'un toit, mais qui est isolé et dans lesquels les conditions sont différentes du climat extérieur. Et lui peut être comptabilisé dans la surface intérieure du bâtiment. Concernant le parcours, vous avez la possibilité de réduire la durée de conversion à 0. Donc la durée normale de conversion est d'1 an. Dans le précédent règlement, vous pouviez la réduire à 6 mois et maintenant vous pouvez réduire à 0, à condition qu'il n'y ait pas eu de produits interdits en bio sur cette parcelle dans les 3 dernières années. Donc là, la demande de dérogation est encore une fois à faire auprès de l'INAO, qui vous l'accordera ou non. Après, bien sûr, quand même un contrôle de votre organisme certificateur sur la parcelle. Donc l'accès au plein air est obligatoire pendant la journée, pendant au moins un tiers de la vie des volailles, et ce, dès leur plus jeune âge, dès que les conditions le permettent. Sachant que les poulettes, durant leur vie de poulette, donc toujours entre 3 jours et 18 semaines, devront avoir accès à ce parcours pendant au moins 6 semaines, et les pondeuses au plus tard à 25 semaines. Il y a des précisions également concernant l'aménagement des espaces extérieurs. Donc, c'est écrit qu'ils doivent bénéficier d'une grande variété de végétaux, d'arbres et d'arbustes répartis sur toute la superficie, même si on n'a pas de nombre d'arbres par hectare, etc. Il y a la présence d'herbes qui est obligatoire pour les oies, et l'accès à l'eau est également obligatoire pour les animaux aquatiques, pour qu'ils puissent y plonger la tête et nettoyer leur plumage. On a également maintenant des distances maximales entre les trappes, c'est-à-dire entre votre sortie de bâtiment et le fond de votre parcours, qui est de 150 mètres. Alors, il y a une possibilité d'aller jusqu'à 350 mètres si sur votre parcours, vous avez plus de 4 abris par hectare. Alors un abri, ça peut être un arbre, des bosquets, mais ça peut également être des palettes, par exemple, qui sont mises l'une contre l'autre et qui vont procurer de l'ombre aux volailles. Donc il n'y avait rien jusqu'à présent sur la taille du parcours, donc maintenant c'est un petit peu plus précisé, et ce, dans le but d'éviter ce qu'ils appellent des parcours couloirs, qui font juste la largeur du bâtiment et qui se prolongent sur plusieurs centaines de mètres. Concernant les pratiques d'élevage, ils ont précisé un certain nombre de choses. Donc, ils ont précisé qu'il était interdit de plumer des volailles vivantes. Les pointages du bec restent possibles, toujours sous dérogation, et uniquement s'il est effectué dans les 3 jours qui suivent la naissance, donc afin de limiter le piquage. Et le chaponnage est toujours autorisé, donc ça l'était déjà. Et la castration doit se faire à un âge approprié et avec soit anesthésie et ou analgésie. Et donc, je vous ai juste remis ce tableau pour vous dire qu'il y a des délais de mise en conformité. Alors, uniquement pour les producteurs qui sont engagés avant le 31 décembre 2021, donc encore une fois avec des bâtiments en service, c'est-à-dire des bâtiments dans lesquels il y avait des volailles certifiées bio avant la fin décembre. Et donc, par exemple, pour les dispositions relatives au perchoir, on a jusqu'à 2025 pour se mettre en conformité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de perchoir dans un élevage de volailles de chair d'ici fin 2022 ou 2023, vous avez quand même jusqu'à 2025 pour le faire. Donc c'est pareil pour tout ce qui concerne les trappes, les densités d'élevage, les étages, etc. Vous avez soit jusqu'à 2025, soit jusqu'à 2030 pour faire les adaptations. Voilà. Moi, j'en ai terminé sur la partie volaille, donc on écoute vos questions. Je sais pas, si Marilyn, tu as repéré des questions?
Apparemment, Marilyn n'a plus de connexion, là. Ou tu as le micro coupé? Sinon, Monsieur Koenig demande, concernant les dérogations bovins, avez-vous quelques infos sur les pratiques ou le protocole dans le cas des poses d'élastique? Pascal, tu fais de la tête, tu as peut-être des précisions. On ne t'entend pas, Pascal, tu as le micro coupé. Non. Monsieur Koenig, on va voir pour vous répondre. Moi, je ne sais pas, là, je n'ai pas d'informations sur le protocole précis, mais on va se renseigner. Et Monsieur Rep pose la question sur les mutilations également, et cornages, des dérogations à faire à partir de quel moment? Je ne sais pas si vous pensez à l'âge de l'animal ou à une date de mise en œuvre. Pour l'instant, Hélène, dans la réglementation, il n'y a rien de plus précis. On ne sait pas si c'est un zonage zone humide, comme en montagne, on en trouve en montagne ou pas, on n'en sait rien. C'est un risque en zone inondable. En fait, pour l'instant, rien n'est précisé dans le règlement. On va attendre le guide de lecture de l'INAO. Je pense qu'on a un décalage entre Pascal et Marilyn et nous. Ouais. Sinon, pour la question concernant les cornages, effectivement, en tout cas, c'est à demander avant que vous fassiez les cornages. Il faudrait le faire avant les 2 mois de l'animal, si la question c'était. Donc, il précise, il parlait de la mise en œuvre de la réglementation. Donc, à partir de quelle échéance, de quelle date? Alors ça, c'est à partir de début 2022. Ils avaient du retard aussi dans la mise en ligne des formulaires de dérogation sur leur site internet. Donc, tant que ce n'est pas en ligne, vous pouvez toujours le faire comme avant auprès de votre organisme certificateur. Et dès que ce sera opérationnel, il faudra passer par l'INAO. Donc, le faire en ligne. Et si vous n'avez pas accès à Internet, c'est toujours possible par papier. Mais alors là, il faudra vraiment anticiper puisque ce ne sera pas des demandes prioritaires et qui prendront beaucoup plus de temps. On revient à une question sur les bovins. Alors Marilyn, je suis désolée, tu as ton micro coupé, on ne t'entend pas. Oui. Excusez-moi pour le micro que j'avais coupé. Donc, une question qui concerne les bovins qui a été posée par Laetitia Koenig. Est-ce qu'il y a des informations sur les pratiques, le protocole pour le cas de pose d'élastique sur les bovins? J'imagine pour limiter les cornages ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ça concerne ça. Moi, je ne saurais pas répondre. On va se renseigner. Je ne sais pas si Pascal, tu as des informations. L'élastique concerne normalement les bœufs, et la castration. Oui, ça concerne la castration en principe, oui. Donc, tout ce qui est castration, normalement, ça se fait avec des antalgiques et des analgésiques. Il n'y a pas besoin de demande de dérogation pour la castration. Ça reste pareil. Oui, oui. Et par contre, concernant les mutilations, les cornages, les dérogations seront à faire à partir de quel moment? Alors ça, je pense qu'il y a eu un décalage, Marilyn, dans votre connexion et la nôtre, puisqu'on a répondu à la question. Pardon. Pas de souci, mais je pense qu'il y a eu un décalage dans la... Et je crois que je n'ai plus de questions. Est-ce qu'il y en a encore des questions que vous souhaitez poser? Moi, je reviens un peu en arrière, là, si vous m'entendez, Chloé ou Pascal. Par rapport à l'introduction des légumineuses, il y a déjà quelque chose de cadré en termes de pourcentage, de régularité, je ne crois pas, mais si vous pouvez me le confirmer. Même de durée de rotation, dans la rotation, rien n'est prévu. Disons qu'il faut arriver à montrer qu'on met à un moment donné dans la rotation sur la parcelle une légumineuse. Ça peut être une rotation sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, on n'en sait rien. Voilà. Donc, on va un peu attendre le guide de lecture aussi qui risque peut-être de nous donner des... Peut-être plus contraignant, mais disons pour l'instant, c'est encore assez libre.
effectivement, je renouvelle la question de Marilyn. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. On est bien en avance sur le programme, mais c'est pas grave, ça va. Dans la part de C2 autres produits, ça ne change pas. Il y a toujours 100% de C2 autorisés dans la ration des animaux. Et on avait juste une modification quand on achète du C2 à l'extérieur. C'est là qu'il y a des limitations. S'il n'y a plus de questions, je vous propose d'aller un peu vers une conclusion. Je crois que sur la diapo suivante, faut rappeler que le pôle conversion là, qui a organisé ce webinaire, il est à votre disposition, à votre écoute. N'hésitez pas, là, prenez bien les téléphones de Chloé et de Pascal. Alors évidemment, sur tout ce qui est réglementation, je pense qu'on va continuer à rééditer là, des fiches synthétiques réglementaires qui sont déjà à votre disposition, que vous pouvez réclamer, qui reprendront, qui seront évidemment maintenant actualisées avec ces nouvelles règles qui viennent de se mettre en place. Il y a d'autres documents et le pôle est à votre disposition aussi pour toutes les autres questions relatives à votre conversion ou même à l'agriculture biologique. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment la porte d'entrée là pour vous renseigner. Après, sinon, je vais bien sûr remercier Pascal et Chloé là, pour cette belle présentation là, complète. J'espère que vous tous qui avez suivi cette présentation, vous avez au moins eu une bonne connaissance maintenant de ce règlement modifié. Et comme dit, voilà, vous pouvez revenir vers nous s'il y a d'autres questions. Donc voilà, merci aux deux présentatrices et puis à Marilyn qui a aussi assuré le lien avec les questions. Et merci à vous tous d'avoir participé. Et bonne fin de journée. S'il y a d'autres quelqu'un.